Et c'est le one-to-one, le live qui reprend avec le moment tant attendu des startups. Et pour m'accompagner sur cette session, Bastien Giner. Bonjour Bastien. Bonjour Karine. Responsable de l'innovation chez Cdiscount, responsable également des relations startups. Qu'est-ce que ça Ouais. signifie quand on s'occupe? Ça veut dire qu'on va les chercher, qu'on les accompagne? Alors oui, en effet, on va aller les chercher et surtout on va leur permettre de travailler avec le moins de douleur possible avec nos équipes. Oui, ça c'est vrai. On y reviendra dans un instant. On prévient celles qui risquent de gagner aujourd'hui. Cdiscount, donc filiale de Casino, leader français du commerce non alimentaire. On redonne quand même deux, trois chiffres. C'est quoi? C'est 12 000 commerçants partenaires, 20 millions de visiteurs uniques par mois? Exactement, donc ce sont 12 000 commerçants qui viennent vendre leurs produits sur notre marketplace, dont la moitié à peu près sont français. C'est 20 millions de visiteurs uniques par an, 20 millions de colis qui quittent nos entrepôts l'an dernier, et c'est surtout une société qui a fêté ses 20 ans l'an dernier. Alors, aujourd'hui, la règle du jeu de ce pitch des startups, c'est que, j'allais dire nous, vous avez sélectionné, vous allez me raconter ça dans un instant, 9 startups sélectionnées par le comité éditorial du One to One Monaco. C'était difficile la sélection? Alors oui, la sélection a été très difficile dans la mesure où l'organisation du One-to-One a émis un appel à candidature en novembre 2019. Nous avons reçu beaucoup de candidatures et le comité éditorial, qui est composé d'une quinzaine de e-commerçants, dont Cdiscount, en a retenu 40. Ensuite, nous avons visionné des pitch vidéos et lu les présentations détaillées de chacune de ces 40 startups pour en retenir seulement 16. Et compte tenu du contexte un peu particulier de cette session live d'aujourd'hui, nous avons déjà la chance d'en recevoir 9. Certains seront en présentiel, d'autres seront à distance. Eh ben voilà pour la difficulté, mais ils seront 9 aujourd'hui, vous le disiez, moitié en présentiel, moitié en virtuel. Et ce qui est important, surtout vous, derrière votre écran, c'est qu'évidemment, on va vous demander de voter. Suivez bien ces pitchs de start-up et à chaque discours, à chaque pitch, on leur posera aussi quelques questions Oui. avec Bastien pour compléter ces courts pitchs. Vous pourrez voter et à la fin, surtout, un vote global pour élire la plus belle start-up du jour, celle qui repartira avec le prix One to One Startup Awards 2020. C'est le premier prix du genre, donc tout cela est très important. Et donc on compte sur vous pour voter, bien entendu. Allez, c'est parti en plateau et en visio. Donc dans l'ordre, première série, nous allons accueillir Disruptual, Emailtree, Namugu et Paywax. On commence avec Disruptual. Bonjour. Bonjour Disruptual, c'est Olivier Claire qui est avec nous, président fondateur. Donc vous êtes actuellement en vidéoconférence avec nous. Disruptual, c'est la plateforme qui permet aux marques et distributeurs de reprendre la main sur la vente de leurs produits d'occasion. Mais encore, c'est parti, vous avez 4 minutes max. C'est tout à fait ça. Donc, Disruptual est né d'un double constat il y a environ 3-4 ans. Il y a eu une forte accélération du marché de l'occasion il y a 3-4 ans en France notamment, et surtout dans l'univers de la mode avec l'arrivée de Vinted et avec Le Bon Coin qui a fait aussi des acquisitions dans ce domaine-là. Et en face de ça, on a constaté que beaucoup, enfin énormément, la grande majorité des retailers et des marques euh, étaient totalement absents du marché de l'occasion en fait, alors que leurs clients plébiscitent déjà ce genre de service de manière très, très puissante. Alors notre mission, comme vous le disiez Karine, c'est d'aider les retailers à reprendre la main sur le marché de la seconde vie des produits et par la même occasion de créer du trafic en magasin et donc du chiffre d'affaires additionnel en magasin. Aujourd'hui, environ une quinzaine de marques nous font confiance, comme Promode, Tape à l'œil, Maison 123, Cyrillus ou encore Jacadi. Donc notre métier, c'est de proposer une plateforme SaaS en marque blanche, donc C2C entre particuliers, aux retailers. Pouvoir développer en quelque sorte le Vinted bis, le Vinted en marque blanche pour les marques. Alors, on ne s'est pas juste limité à copier Vinted, hein, ce serait trop facile. On a essayé de chercher aussi à développer des solutions qui sont propres aux retailers, propres aux magasins. Et je vous citais 3 fonctionnalités qui ont un grand succès aujourd'hui. Je prends l'exemple d'une plateforme comme Promode, dressingbiz.fr by Promode. Les clients de Promode, et sur d'autres plateformes qu'on gère aussi, peuvent se connecter avec leur compte client. Je me connecte avec mon compte Promode ou alors sur une plateforme Cyrillus avec mon compte Cyrillus. À partir de là, on peut remonter l'historique
commande de ces clientes-là sur les 3, 4, 5 dernières années en fait. Et les clientes n'ont plus qu'à cocher les produits qu'elles souhaitent revendre. Tout cela vient générer automatiquement des fiches d'annonce, donc des fiches de produits d'occasion. Les clientes vont juste ajouter une photo d'usure du produit et changer le prix. Donc là, il y a un gain de temps énorme pour les vendeuses au niveau de la publication. Une autre fonctionnalité aussi, c'est qu'au-delà des dépôts classiques ou mode d'expédition classique des produits en mondial relais, en remise en main propre ou en colissimo, on se sert aussi du réseau de magasins pour faire du dépôt de colis une fois qu'une vente est effectuée et du retrait de colis au sein des magasins, avec ou non du contrôle qualité. C'est-à-dire que les conseillers de vente peuvent aussi contrôler la qualité des produits afin d'assurer aux acheteuses de pouvoir retirer un produit qui n'a pas de défaut et qui a été en quelque sorte certifié par la marque. Dernière fonctionnalité qui est hyper intéressante pour les retailers et pour les vendeuses aussi, c'est quand une vente est conclue, la vendeuse peut choisir entre 2 modes de rémunération. Donc de manière classique, récupérer du cash sur son compte bancaire, ou alors récupérer une carte cadeau abondée. La marque va abonder la valeur produit en fait, et la vendeuse va récupérer plus. Un exemple concret, vous vendez sur Promode une robe 20 €. Vous allez récupérer donc soit 20 € en cash ou 30 € en bon d'achat. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 70% des vendeuses choisissent le bon d'achat. Forcément, ça crée plus de valeur de pouvoir d'achat et je peux retourner dépenser ce bon d'achat en magasin. Et une fois en magasin, elles dépensent entre 2,5 et 3 fois la valeur de ce bon d'achat. Donc pour résumer, notre solution, elle apporte bien évidemment une couche supplémentaire au RSE des marques. Elle apporte du trafic en magasin, du CA additionnel et des nouvelles clientes. Ça, c'est important. On est habitué à avoir des clientes qui achètent du produit neuf. Demain, il faudra s'habituer à avoir des nouvelles clientes qui achètent et qui entrent en contact avec la marque avec des produits d'occasion. Et pouvoir considérer demain que ce sont les mêmes clientes que celles qui acquièrent du produit neuf. Pour conclure, on est franco-français, on se développe sur le territoire français aujourd'hui. On va ouvrir nos premiers sites là dans les dom-toms, une ouverture aujourd'hui, un lancement aujourd'hui. Attention, les 4 minutes sont passées. En fin d'année, et on va être présent aussi en corner physique en magasin à partir du printemps 2021. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Olivier. Alors, naturellement, nous avons quelques questions pour toi. Premièrement, pour bien résumer ton pitch, quel est vraiment l'intérêt premier des retailers et donc des commerçants à travailler sur ce sujet de seconde vie des produits? Alors, l'intérêt premier, c'est il y a tellement un volume aujourd'hui de produits en fait sur Vinted. Si on prend une marque comme Promode, il y a 6 millions de produits, donc ça représente près de 600 000 clientes qui s'amusent sur Vinted. Ça va être de créer du trafic magasin. Comment utiliser en quelque sorte l'occasion, notre plateforme, pour aller driver du trafic in fine en magasin, soit par les dépôts de colis ou par l'utilisation du bon d'achat issu d'une vente pour le transformer en magasin. Donc c'est vraiment une notion de trafic magasin. D'accord, très bien. Donc là, est-ce qu'on se parle d'un enjeu économique ou écologique? Alors les deux, mon capitaine. Certaines marques utilisent le service dans un pur logique RSE, en fait, en disant c'est un service complémentaire pour mes clients, ça colle bien à ma stratégie RSE. Et d'autres, ils voient un gros enjeu business. Des retailers qui ont juste quelques dizaines de milliers de produits aujourd'hui sur la plateforme vont pas faire du gros business direct sur la plateforme, mais vont rajouter cette connotation RSE à leur communication. Et évidemment, un client comme Promode qui a plusieurs millions de produits aujourd'hui en ligne sur un Vinted veut récupérer ce marché et en faire un vrai business. Donc les deux sont à concilier. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. On va devoir passer à la suite. Merci beaucoup pour ce pitch et surtout n'oubliez pas derrière votre écran que vous pouvez noter et évaluer le pitch d'Olivier et de Disruptual. Nous allons maintenant passer à la startup suivante qui est Namogoo et je vais inviter Kylian Buffard, directeur France de Namogoo. Namogoo qui est une solution qui aide les e-commerçants à ne pas voir leur trafic détourné pendant le parcours d'achat des clients. Allez, c'est à vous. Bonjour Kylian, allez-y. C'est parti. Alors avec Namogoo, depuis 2014, on poursuit notre mission visant à venir à bout du Customer Journey Hijacking. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ne connaissent pas ce phénomène, ne connaissent pas le Customer Journey Hijacking. Alors simplement, imaginez-vous maintenant dans un magasin Nike. Vous faites vos courses, vos shopping, vous choisissez vos chaussures, puis tout à coup, vous tombez nez à nez avec une pub Adidas faisant la promotion de ses produits à l'intérieur du magasin Nike. Est-ce que cela pourra arriver dans le monde physique ? Sûrement pas. Tout simplement parce que dans le monde physique, vous avez 100% de contrôle sur votre magasin, 100% de contrôle sur votre environnement. Chose étant, dans le digital, l'équation est différente puisque entre votre magasin, votre site web et vos clients, il va y avoir énormément de variables qui vont rentrer en compte. Et aujourd'hui, le device utilisé, la qualité du réseau ou encore ce que le client a fait
avant de venir sur votre site vont avoir une influence directe sur son expérience. Chose étant, je disais sur son expérience. Chose étant, aujourd'hui, avec... Mais pas de souci, on reprend son souffle, pas de souci, Kylian. Avec son... du coup, avec... j'y suis plus. Mais c'est pas grave. Alors, expliquez-nous très concrètement en quoi consiste votre solution. Alors, c'est compliqué. Mais Zen, vous savez, ce n'est que Cdiscount et ce n'est que BFM Business. Et il y a 1 millier de personnes, 5000 personnes derrière la caméra. Ça va. Non, détendez-vous, Kylian. On prend le temps, on remet le temps tranquillement. Ouais. On fait une petite pause. C'est parti, je suis désolé. Ça va? Non, il n'y a pas de souci. Ça arrive. C'est bon pour vous? Bien sûr. Allez. Et si, du coup, par rapport à ça, c'est ce qui explique que finalement, pour 10 à 25% de vos utilisateurs aujourd'hui, vous allez avoir des expériences qui vont être détériorées, des pubs de vos concurrents sur votre site sans que vous soyez au courant. Sans que vous soyez au courant. Oh, j'y arrive vraiment pas. Sans que vous soyez au courant. Je suis désolé. Mais c'est pas, on va vous poser des questions. Ouais, on va passer. D'accord, on va vous poser des questions, comme ça va aller mieux. Expliquez-moi, moi je n'y connais pas grand-chose. En quoi consiste très concrètement votre solution? Racontez-moi, moi. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez sur le site web, vous allez avoir plusieurs influences sur votre parcours, et donc notamment tout ce que vous avez fait avant de venir sur le site, sur le device. D'accord. Et donc finalement, quand vous allez télécharger des logiciels, télécharger des apps, il va y avoir des scripts qui vont s'installer sur votre site et qui du coup derrière vont injecter des pubs directement durant votre navigation. Donc c'est ce qui va se passer, ce qui explique qu'aujourd'hui, 15 à 25% de vos utilisateurs sont exposés à des pubs de vos concurrents sur votre site sans que vous soyez au courant. Et donc, par rapport à ça, nous, derrière, on va avoir une influence principale, ça va être de bloquer justement ce contenu, d'arriver sur votre site. Et donc, le but, ça va vraiment être derrière de protéger votre image de marque contre ce contenu que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ensuite, ça va être d'améliorer votre conversion de 1,5% à 5%. Et pour vous donner un exemple très concret, si aujourd'hui vous faites 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors c'est entre 1,5 et 5 millions d'euros que vous allez récupérer, qui aujourd'hui vous est volé. Et derrière, sur le parcours client, on va aussi améliorer l'expérience, puisque finalement, on va bloquer ce phénomène et on va l'empêcher de se produire et donc de distraire les utilisateurs pour les emmener vers un autre site. C'est ça, et nous, consommateurs, on n'aura pas ces petites fenêtres qui apparaissent, on se dit mais qu'est-ce que ça fait là? J'ai rien demandé. Donc c'est ça que vous empêchez aujourd'hui. Mais pourquoi ça n'a pas été résolu avant, ce problème-là? Alors, par rapport à cette problématique-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça repose sur l'environnement de l'utilisateur. Et donc, finalement, aujourd'hui, pour une marque comme Cdiscount, par exemple, elles ne vont pas forcément avoir connaissance puisque cette source prend la source sur le navigateur de l'utilisateur ou sur son device. Donc, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas en avoir connaissance dans tous les outils d'analytics qu'ils peuvent avoir pour analyser le parcours client. Et c'est ce qui explique derrière que finalement, les utilisateurs sont exposés à ce type de pub sans que les partenaires e-commerce puissent être au courant. Et très rapidement, est-ce qu'on peut avoir quel impact ça a sur les ventes ou en tout cas sur la facilité du parcours client? Je ne sais pas comment vous calculez ça. Alors, l'impact principal qu'on va avoir chez nos partenaires, ça va être autour de la conversion, de 1,5 à 5% d'augmentation. Ah oui. Et en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on pourrait imaginer d'instinct que les personnes qui vont cliquer ou qui vont avoir ce type de contenu, c'est finalement papy-mamie qui cliquent un petit peu n'importe où et qui ne comprennent pas grand-chose au digital. Dans la réalité, c'est tout l'inverse, parce que finalement, on a pu remarquer que les utilisateurs qui étaient exposés au hijacking, alors non seulement c'était des personnes qui connaissaient le digital, mais surtout qui convertissaient 2 à 3 fois plus que vos clients en général. Et du coup, non seulement on peut déverrouiller le potentiel avec ces utilisateurs-là, mais en plus de ça, vous mettre cette data à disposition pour que vous, derrière, vous puissiez la réutiliser dans vos campagnes de marketing et donc mettre à profit toutes ces informations qu'on vous met à disposition. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Kylian. Ça va mieux? Ça va mieux, je suis désolé. Merci infiniment. Ce n'est pas un exercice facile, hein, évidemment. Kylian Buffard, directeur France de Namogoo. Ça s'écrit Namogoo, si vous souhaitez plus d'infos. Allez, on passe à la start-up suivante. Là, on retourne sur nos écrans en visioconférence, donc en virtuel, avec Emailtree. On accueille Cassius Morea. Pardon, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom. Cassius Morea, c'est exact. Cassius Merci. Morea, parfait. Donc, CEO d'Emailtree, solution basée sur des techniques d'intelligence artificielle au service des clients et support technique pour accroître la satisfaction client. J'ai envie de vous dire, mais tout le monde a envie de faire ça. Alors, quelle est votre spécificité? C'est à vous, vous avez 4 minutes max. Merci.
Donc, Emeltry est né de 17 ans d'expérience dans le e-commerce de mon autre groupe de société qui est dans la distribution de logiciels antivirus. Donc, dans ce groupe-là, on peut s'imaginer il y a des milliers d'emails qui arrivaient. Et donc, à partir de là, on a cherché, il y a 5 ans, à regarder quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour automatiser, en tout cas pour faciliter le plus le travail des équipes Customer Service pour les aider à réduire le temps de traitement et par la même occasion, en réduisant le temps de traitement des emails ou des requêtes textuelles, on arrive à donner encore plus de satisfaction à nos clients. Donc aujourd'hui, on combine du Natural Language Processing, de Machine Learning et du Robotic Process Automation. Ce sont des services qui, mis bout à bout, avec ou sans l'intervention humaine, déterminent et permettent de réaliser des tâches très rapidement. Nous sommes sur des moyennes de temps économisé d'environ 50-60% sur l'ensemble de nos clients depuis février 2018. Comment ça se passe? Donc, quand un email arrive ou un texte, il y a une lecture par la machine, détection de la langue, détection des intentions, des sentiments également. Ça nous permet aussi de prioriser les messages les unes par rapport aux autres. On va se connecter via des API à des CRM, à des bases de données, et on récupère des données pour comprendre encore mieux le contexte. Toutes ces données-là sont digérées en quelque sorte, sont préparées et sont envoyées vers un module dispatcher qu'on appelle, avec des actions, action prediction et des recommandations d'actions vers l'opérateur humain ou s'il y a une liaison avec des outils RPA, à ce moment-là, c'est le robot qui prend la tâche avec les inputs, tous les éléments qu'on lui a préparés, il exécute. Si c'est l'humain qui veut garder la main et le contrôle, on lui a déjà préparé les éléments, il n'a qu'à les transposer dans son système là où il faut faire les modifications. Et on récupère le résultat ensuite de ce traitement, que ce soit manuel ou automatique via les RPA, et on l'injecte dans le générateur de réponse finale. Et là, c'est un puzzle qui se compose des bouts de texte, des variables, des pièces jointes et tout ce qu'il faut sur la base de l'apprentissage machine qui a été fait dans le passé sur ces scénarios. Et donc, on génère la réponse et on l'envoie au client. Aujourd'hui, donc c'est disponible dans un web service ou également dans une extension Chrome. Imaginez une demande qui vous arrive par WhatsApp, par Facebook ou dans un desk ou peu importe Salesforce. Vous prenez cette question, vous la collez dans l'extension Emeltry et vous demandez la réponse. Et Emeltry vous génère des réponses, plusieurs suggestions avec des taux de confiance. Et ces réponses-là peuvent être copiées immédiatement par après pour les envoyer aux clients. Jusqu'à aujourd'hui, on a traité environ 1 million de requêtes textuelles. Nos clients sont des groupes comme Orange, Webhelp, leader dans BPO, EDF ou e-commerce, mon autre groupe de sociétés. Donc pour résumer, on arrive depuis février 2018, depuis qu'on est en production, en vente, à des économies en moyenne de 60% sur le délai moyen de traitement d'une demande, d'un email. Et on peut facilement imaginer tout ce qu'on peut faire avec tout ce temps, puisqu'on va sur des actions des ventes. On peut consacrer beaucoup plus de temps à passer au téléphone avec un client peut-être plus âgé, qui a besoin de 5 minutes supplémentaires pour qu'on lui explique mieux les choses. Donc, on a une autre satisfaction client au bout du processus. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on arrive au bout, Cassius. Tout à fait, parfait, merci. On va donc en rester là et on a une question pour toi, Cassius, question que tout le monde se pose. Est-ce que selon toi, l'intelligence artificielle va in fine remplacer des métiers? Je ne pense pas, non, parce qu'il y a toujours besoin du contrôle humain. Moi, je prends l'exemple souvent d'une de mes collaboratrices, il y a 3 ans, a dit qu'est-ce qui se passe avec notre job. Et aujourd'hui, elle est la première, la plus contente à l'utiliser, cet outil, parce que ça lui fait gagner du temps. On aurait pu la perdre il y a 3 ans parce qu'elle faisait des tâches répétitives. Aujourd'hui, elle est là et elle fait des tâches beaucoup plus intéressantes. Donc, remplacer, non. Aider, oui. C'est comme si on monte dans une voiture plus rapide. Très bien. Merci beaucoup, Cassius. On va en Merci rester également. là. Je vais inviter
la startup suivante. Avant ça, je vous rappelle qu'il est important de voter sur la qualité du pitch, sur l'interface qui est sur la droite de votre écran. Je vais donc inviter maintenant Grégory Zerbib, qui est cofondateur et CEO de Paywax. Paywax qui vise tout simplement à rendre le paiement en ligne aussi simple qu'un paiement sans contact en magasin. C'est à vous. Tout à fait. Merci pour l'opportunité de vous parler de Paywax. Les solutions qui vous proposent des solutions de paiement de checkout ont un objectif, réduire le taux d'abandon de panier validé. Ce taux, il est élevé, entre 30 et 50% généralement. Et c'est un objectif primordial pour les marchands de le réduire pour pouvoir développer du chiffre d'affaires. Alors, différents leviers existent pour pouvoir le réduire. Améliorer le design du checkout, changer de prestataire de paiement ou encore introduire de nouvelles formes de paiement. Tous ces leviers sont intéressants, mais ils sont souvent longs, complexes et onéreux à mettre en place. Heureusement, ce ne sont pas les seules options qui sont disponibles. De larges volumes de données existent pour permettre à vos clients finaux de finaliser leur achat en un seul clic. Ces données, elles sont contenues dans ce qu'on appelle les wallets de paiement. Chez Paywax, nous avons décidé d'aider les marchands à activer cette opportunité, à activer cette donnée, grâce à une solution software, SaaS, que nous proposons aux marchands et qui permet en une seule intégration, sans changer de prestataire de paiement et sans projet IT complexe, d'activer jusqu'à 5 wallets. Apple Pay, Google Pay, PayPal Express Checkout, Amazon Pay et Samsung Pay. Avec un principe également qui est très important, à savoir maximiser le taux de conversion pour chacun des utilisateurs, puisque pour chacun des utilisateurs, chacun des visiteurs, on va choisir le wallet le plus pertinent qui va maximiser le taux de conversion. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de solution? Eh bien, tout d'abord, de larges volumes de transactions, puisqu'avec l'approche multi-wallet, on arrive à générer au moins 15% des transactions au total sur le site. Et puis également un fort impact sur le mobile, où des frictions importantes existent pour les utilisateurs. Ils sont réticents à rentrer de nombreuses informations lors des étapes de finalisation de l'achat. Pour vous donner un exemple, sur une des dernières implémentations, la part du mobile dans les achats wallet était de 50% plus importante que la part du mobile sur les transactions totales du site. Voilà les intérêts de la solution. Alors pourquoi est-ce qu'un marchand travaillerait avec nous, avec Paywax? Eh bien pour plusieurs raisons, pour résumer. Tout d'abord, augmenter son chiffre d'affaires, augmenter son taux de conversion et notamment augmenter son taux de conversion sur mobile. Deuxièmement, nous sommes une équipe de développeurs et nous prenons en charge l'ensemble de l'intégration, l'ensemble du projet informatique, l'ensemble des développements et c'est extrêmement simple du coup à déployer. Troisièmement, également la possibilité pour le marchand de ne pas changer de prestataire de paiement. Tout changement, on sait, est complexe et notre promesse également, c'est de continuer à travailler avec votre prestataire et nous avons d'ailleurs de nombreux partenariats avec des prestataires du marché. Et puis au final également de bénéficier d'un pricing intéressant à la performance qui permet de tester le paiement en un clic multi-wallet sans risque. Eh ben parfait, merci beaucoup Grégory. Une petite question quand même pour vous avant de vous laisser partir. Mais l'usage des wallets, il est assez utilisé, il est très utilisé par les consommateurs ou pas? Eh bien, il est clairement en croissance. Alors, on le voit notamment avec la crise du Covid. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui, en magasin, utilisent le wallet pour pouvoir payer sur les terminaux des magasins. Les gens sont de plus en plus familiers avec ces modes de paiement et veulent les utiliser en ligne. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 50% des utilisateurs qui techniquement sont éligibles à ces wallets qui ont des données qui peuvent être activées via ce type de solution. Merci beaucoup Grégory. Grégory Zerbib, CEO et cofondateur de Paywax. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, les pitchs startup, ça continue. On a une deuxième série qui nous attend. Bastien, toujours en présentiel ou en virtuel. Bah ouais, vous connaissez les conditions actuelles à venir. Pivot, Pricing Hub, Replica, Stockly et Roger Voice. Et on appelle le prochain, on l'appelle parce qu'en plus il sera en visioconférence justement Pivot. C'est Guillaume Kozak, le cofondateur. Bonjour.
Bonjour. Alors, Pivot, plateforme logicielle de gestion de l'information multicanal qui permet de stocker, structurer et publier toutes les données marketing. Mais encore, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, Guillaume Kozak, cofondateur de la société Pivot. Pivot DAM, c'est notre nouvelle solution de gestion de médias et de visuels produits conçue avec et pour les retailers. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter les aventures de Thomas. Thomas est chargé de communication dans une enseigne de grande distribution qui commercialise des milliers de produits. Pour faire vivre son business, animer ses magasins, son site e-commerce, il produit chaque année des milliers de photos, vidéos, logos, documents et d'autres médias encore pour mettre en avant ses produits. Et c'est là que le casse-tête commence. Où trouver les bonnes images? Est-ce qu'il a le droit à l'image mannequin pour les réutiliser cette année? Comment savoir quelles références produits correspondent aux images d'ambiance envoyées par son fournisseur? Entre la gestion des règles de nommage, du droit à l'image, du lien image-produit, des doublons de médias, l'opération peut devenir très vite fastidieuse, chronophage et source d'erreurs, autant de facteurs qui peuvent mettre à mal le business. Thomas est peut-être organisé, mais il n'est pas seul à intervenir dans sa banque de médias. Entre ses collègues, les photographes, les fournisseurs, les agences partenaires, sa banque média s'est très vite transformée en caverne d'Alibaba. Dans ces conditions, pas évident de retrouver les médias à publier. En plus, pour envoyer ces médias à un prestataire, une agence, il devait inlassablement transmettre ses fichiers un par mail, ce qui était très lourd à gérer. Mais tout ça, c'était avant. Car grâce à Pivot DAM, Thomas peut désormais référencer, enrichir, catégoriser, rechercher et publier n'importe quelle volumétrie de médias en un clin d'œil. Ces médias sont classifiés, contrôlés et enrichis automatiquement grâce à de l'intelligence artificielle et grâce à une connexion native par API aux autres référentiels de l'entreprise, tels que l'ERP, le PIM, un système d'opération commerciale. Le moteur de recherche de Pivot est puissant et permet un gain de temps considérable, notamment grâce à la possibilité de croiser les recherches médias avec les produits présents dans le PIM ou l'ERP. Pivot DAM est une solution SaaS hébergée dans le cloud de Microsoft Azure. Pour Thomas, c'est donc la garantie de pouvoir choisir le ou les pays dans lesquels sont stockés ces médias. Il peut même ouvrir l'application à un très grand nombre d'utilisateurs, et ce dans toutes les langues. En fait, pour se connecter à Pivot, il suffit d'avoir un accès Internet. Grâce à Pivot DAM, Thomas a activé de multiples leviers de ROI. Un gain de temps pour les équipes, qui récupèrent de la disponibilité pour leur cœur de métier. 2, montée en qualité de la fiche produit. En effet, une fiche produit complète et à jour sur le site accélère les ventes, limite les retours produits et évite les commentaires négatifs. 3, accélération du time to market de la publication des médias produits vers le multicanal, ce qui permet de vendre au bon moment, avant les concurrents, de manière réactive aux événements business et de société, comme on l'a vécu avec le coronavirus. Et 4e ROI, élargissement du catalogue produit, c'est-à-dire un développement exponentiel du nombre de références produits vendus, et ce, sans rajouter de ressources humaines dans les équipes. Bref, tout ça a changé la vie de Thomas, celle de son patron aussi, et peut-être aussi la vôtre demain. Pivot, c'est une équipe soudée de 20 personnes, un outil déjà adopté par 20 enseignes de la grande distribution et de marques telles que Boulanger, Alinea, Leroy Merlin ou Intersport. Si vous aussi, vous avez envie d'accélérer votre business, de faire progresser votre chiffre d'affaires, eh bien contactez-nous. Très bien. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Guillaume. Nous allons avoir une seule question pour toi qui est très simple, que peut-être d'autres personnes se sont posées. Qu'est-ce qui vous différencie d'un DAM classique? Eh bien, des DAM, il y en a plein sur le marché. Ce sont des DAM généralement généralistes qui sont très bons pour juste gérer de l'image, mais qui correspondent peut-être à Club Med ou Mercedes, mais qui ne sont pas spécialisés pour le retail, qui n'ont pas cette connexion image-produit telle que nous l'avons créée nativement. En fait, nous avons créé ce lien image-produit pour pouvoir répondre à des usages qui sont propres aux retailers et aux e-commerçants. Et en plus, eh bien, nous avons créé une ergonomie adaptée encore une fois pour le retail qui permet à des utilisateurs de faire de la validation, de l'enrichissement et de la diffusion média-produits vraiment très rapidement grâce à une interface vraiment pensée pour ça. Superbe.
Merci beaucoup Guillaume. Nous allons maintenant passer à la suite. Surtout n'oubliez pas de voter sur votre interface pour évaluer le pitch de Pivot et donc de Guillaume. Nous allons passer à la suite en recevant Jérôme Laurent, cofondateur et CEO de Pricing Hub. Pour rappel, Pricing Hub, c'est une solution d'aide à la décision dédiée au métier du pricing. Alors, est-ce qu'il est avec nous, Jérôme Laurent? Normalement, il intervient avec nous virtuellement. Je me tourne vers la régie. Est-ce Tout à qu'on l'a? fait. Ouais, bah voilà. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Eh ben, écoutez, c'est bon, vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Alors, Pricing Hub, effectivement, c'est une solution d'optimisation du pricing. Et en fait, la genèse de Pricing Hub arrive dans l'industrie du tourisme. En fait, mes associés et moi, on vient de l'industrie du tourisme. On vendait des billets d'avion sur Internet, un marché sur lequel il y a très très faible marge, très peu de différenciation de produits. Et si vous n'avez pas des bonnes capacités de pricer correctement, vous êtes mort. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a packagé notre savoir-faire issu de l'industrie du tourisme. On a packagé cette expertise, on l'a intégré dans une solution très, très solide et une méthodologie très solide et qu'on met à disposition des retailers et des e-commerçants à travers un module et une application SaaS. Notre mission, c'est vraiment de vous aider à protéger vos marges en remettant le client et non pas la concurrence au centre de la décision d'ajustement prix. Et pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le client et pas la concurrence? Aujourd'hui, le marché, tout le monde et beaucoup de gens font de l'alignement sur la concurrence et on voit des phénomènes où tous les prix s'alignent. Et on pense que le client et comprendre la sensibilité prix du client, c'est beaucoup plus important car c'est ça qui va driver finalement la décision d'achat. Et cette sensibilité prix, en fait, elle est influencée par de multiples facteurs externes, dont la concurrence. Une bonne illustration de ça, c'est que pendant la phase de confinement qu'on a tous vécu, ce qu'on a vu, nous, dans notre data, c'est que la sensibilité prix des clients sur un certain nombre de catégories a fortement changé. Pour certaines catégories, le client était beaucoup moins sensible au prix, et pour d'autres catégories, le client était beaucoup plus sensible au prix. En même temps, pendant cette phase de confinement, qu'est-ce qu'on a constaté encore dans la data? On a constaté que tous les points de pricing, en fait, tous les prix ont convergé. Bon, en tous les cas, ils ont beaucoup convergé sur certains produits. Ça veut dire que tous les concurrents s'alignaient plus ou moins autour de la même zone de prix. Et ça, c'est très dommage parce que ça prouve que, la décision de pricing, elle est drivée par ce que fait le concurrent et non pas par la sensibilité prix du client et du consommateur. Et deux, ça vous empêche en fait de profiter de certains nombres d'opportunités de business. Voilà, donc en fait, dans un contexte où il va y avoir beaucoup d'incertitudes en 2021, où la sensibilité prix des clients va fortement évoluer encore en fonction de ce qui va se produire, je pense qu'il est très très important de mettre en place des capabilities de pricing et des outils de pricing qui vont vous permettre de vous adapter rapidement à ce contexte. Donc mettre en place des capabilities de pricing, ça va vous permettre, bien évidemment, de comprendre les changements de contexte marché, que ce soit la sensibilité prix client ou bien évidemment l'évolution de la concurrence. Mais ça va surtout vous permettre de piloter votre PNL. En fait, le pricing, c'est un formidable outil de gestion. Vous allez pouvoir, sur certaines catégories, aller chercher du chiffre d'affaires. Sur d'autres catégories, vous allez chercher du volume. Vous allez pouvoir optimiser votre BFR en prenant en compte en fait, la notion de stock dans la définition de vos prix pour éviter de devoir faire des déstockages massifs. Donc, le pricing, pour 2021, ça va être un enjeu clé. Aujourd'hui, Pricing Hub collabore avec les leaders du marché. On travaille avec des acteurs tels que le groupe Fnac Darty en Europe, Castorama pour lesquels on optimise les frais de livraison, mais aussi des pure players comme Allopneu. Et nos algorithmes, quand on travaille sur la partie algorithmique du pricing, arrivent à délivrer un incrément de valeur significatif. En moyenne, on arrive à délivrer un incrément de 12% de masse de marge et 15% de chiffre d'affaires incrémental. Et l'incrément, chez nous, il est mesuré toujours avec une approche test versus contrôle. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a vu que cette performance s'est accélérée pendant la phase de confinement et en fait il y a eu des gros changements de contexte et on a réussi à identifier grâce aux algorithmes quelles étaient les catégories sur lesquelles on pouvait aller augmenter les prix sans impacter la demande. Donc, eh bien voilà, pardon, le temps qui vous était imparti est terminé. J'ai juste une toute petite, c'est le jeu, hein, je suis désolée Jérôme, une toute petite question rapide pour terminer. Est-ce qu'il est possible d'utiliser votre solution pour optimiser les prix dans un magasin physique ?
Oui, tout à fait. Pricing Hub, aujourd'hui, c'est une solution c'est une suite complète logicielle qui va vous permettre de gérer de façon omnicanal votre prix, que ce soit en point de vente physique ou sur l'e-commerce, sans aucun problème. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous pour ces pitchs. Attention, ça continue, hein. Il nous reste encore 3 startups à faire pitcher. Donc, vient d'entrer. Là, on est ravis. On a quelqu'un qui n'est pas en virtuel, mais en réalité avec nous dans le studio. Et en plus, c'est une femme. Et en plus, elle s'appelle Karine. Je ne voudrais pas dire, mais il est temps de voter, messieurs, dames, derrière vos écrans. Allez, blague à part. C'est Replica. Karine Mallet, vous en êtes la fondatrice de cette plateforme de vente sociale. Racontez-nous. Donc oui, je suis la cofondateur de Replica Software. Donc c'est une solution de social selling qui permet d'activer les vendeurs en magasin ou influenceurs pour vendre en ligne et sur les réseaux sociaux. Donc la société est basée à New York City, c'est où on a fondé la compagnie. Et nous avons aussi des bureaux à Station F à Paris dans le contexte de l'accélérateur de LVMH, la maison des startups. Donc, moi, j'ai créé la société en 2016, après avoir passé 17 ans dans le retail chez Neiman Marcus et Bergdorf Goodman, 2 enseignes du luxe aux États-Unis où j'étais directrice de la mode. Et pendant ces années, les magasins physiques, en fait, étaient où se passait l'inspiration, où les experts en vente, nos vendeurs, pouvaient accompagner nos clients à travers l'expérience, créer des expériences personnalisées. Et donc, j'ai voulu recréer cette expérience en ligne, donc répliquer l'expérience que tous les consommateurs avaient en magasin en ligne. Donc, la solution, c'est une application que les marques donnent à leurs vendeurs ou à des fans de la marque. Ils les invitent. Et avec cette application, un vendeur peut créer un panier personnalisé, un board, le partager par email, texte ou sur n'importe quel médias sociaux. Quand le consommateur reçoit ce lien ou le voit sur les réseaux sociaux, peut cliquer sur ce lien et être redirigé directement sur la page produit où il peut acheter, continuer sa séance d'achat ou se connecter directement avec le vendeur qui l'a accompagné et faire du shopping en real time. Donc, pour la marque, elle a visibilité avec son dashboard sur toute l'expérience d'achat, donc combien de paniers ont été partagés, combien ont été cliqués, sur quelle plateforme, les communications entre ses vendeurs sociaux et leurs clients. Pour le moment, nous travaillons avec le groupe LVMH, quelques de leurs maisons, et aussi le groupe L'Oréal. Donc, dans le cas de LVMH, c'est soit des vendeurs en magasin qui puissent envoyer des recommandations, c'est social sellers, ou dans le cas de Sephora, nous avons développé My Sephora Store, où la marque Sephora invite tous les fans de la marque à downloader l'application et à faire des recommandations à leur network. Donc, nous avons lancé en Allemagne. Avec L'Oréal, c'est un peu différent. Ils ont activé des coiffeurs en boutique, donc des experts dans les shampoings qui touchent le client chaque jour et qui peuvent maintenant faire des recommandations et vendre en ligne. Merci. Très bien, merci. Nous avons plusieurs questions pour toi. Oui. Avant tout, pour qu'on soit certain que tout le monde ait bien compris, on sait que les e-commerçants travaillent déjà avec des programmes d'affiliation, mais également avec des influenceurs. Quelle est réellement la différence entre Replica Software et ces solutions déjà existantes ? Donc, notre solution, c'est vraiment pour une marque, pour activer leur propre réseau de vendeurs en interne. Ce ne sont pas des influenceurs qui un jour recommandent un produit et le lendemain recommandent un autre produit. Là, c'est vraiment pour développer leur propre réseau de vendeurs en ligne. Très bien. J'ai une deuxième question pour toi. Tu nous as beaucoup parlé du secteur de la mode, notamment de L'Oréal ou de LVMH. Est-ce qu'on peut dupliquer cet usage de Replica Software sur d'autres secteurs ? Oui, alors effectivement, nous avons commencé avec la mode et le luxe parce que c'est une industrie que nous connaissons, mais c'est pour toutes les marques qui vendent en fait des produits en ligne et qui veulent utiliser des experts pour vendre. Nous sommes en train de discuter justement avec un leader mondial dans les soins de la santé et aussi dans la décoration aux États-Unis. Très bien. Merci beaucoup, Karine, pour ce pitch. Surtout, n'oubliez pas d'évaluer le pitch de Karine toujours sur l'interface sur votre écran. Je vais maintenant passer la main à Elliot Jabez, qui est cofondateur et CEO de Stockly. Stockly qui ne s'attaque pas à un petit sujet, dans la mesure où Stockly va aider les e-commerçants à continuer à vendre des produits, même quand ils sont en rupture de stock. C'est à vous. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup de me recevoir. En effet, je m'appelle Elliot, je suis un des 2 cofondateurs de Stockly, le premier réseau de stock partagé permettant aux e-commerçants de jamais se retrouver en situation de rupture de stock.
En fait, on s'est rendu compte qu'Amazon prenait beaucoup de place dans le e-commerce et était en train de tuer beaucoup d'acteurs, notamment aux États-Unis où ils ont dépassé 50% de part de marché. Ça arrive très vite en Europe et on veut éviter une situation de monopole qui tuerait tous les retailers et toutes les marques. En regardant de près, on a vu que leur premier facteur de succès, c'était l'énorme taille de leur catalogue. Il y a plus de 500 millions de produits qui sont listés sur Amazon. Et ça drive un trafic qui est imbattable et une conversion également imbattable parce que lorsque vous arrivez sur Amazon, il y a 500 millions de références. Vous êtes sûr de trouver forcément un des produits qui va vous correspondre. C'est pour ça qu'on a créé Stockly, pour rétablir l'équilibre et sauver les retailers de cette situation. Stockly, c'est un réseau de stock partagé permettant aux e-commerçants d'avoir un accès illimité à du stock. En d'autres termes, on permet à un site e-commerce, quand il est en rupture sur une référence qu'il a, de continuer à la vendre en la faisant expédier par un autre site e-commerce du réseau qui a encore le même produit en stock. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter une paire de chaussures sur le site A. S'ils n'ont plus votre taille disponible, le site A va quand même l'afficher comme disponible. Vous allez pouvoir l'acheter. Et en fait, c'est un site B qui va vous le livrer en marque blanche. En tant que consommateur, vous serez content parce que vous aurez payé le même prix. Vous aurez acheté sur le site A sur lequel vous étiez allé à l'origine. Et vous serez livré dans les mêmes conditions avec la même qualité de service. Le site A qui vous a vendu le produit, lui, il est content parce que plutôt que de perdre le consommateur et le laisser aller à la concurrence, il va convertir un panier moyen. Peut-être que vous allez acheter d'autres choses à côté. Et en plus, il va prendre une commission sur la vente. Et enfin, pour le site B, qui est un des autres sites du réseau chez qui on a dispatché la commande, lui aussi va être content parce que c'est une vente additionnelle à coût marketing nul. Lui, on lui a juste passé une commande, il a fait du cash en plus sans avoir fait d'efforts marketing, on va dire, sur la vente. D'un point de vue technique, c'est relativement simple à mettre en place, même extrêmement simple, dans le sens où on récupère des flux de stock chez les sites chez qui on déploie la technologie. C'est des flux extrêmement basiques que tous les sites e-commerce ont à leur disposition. On analyse avec notre intelligence où est-ce qu'il y a des ruptures de stock et des trous, des variants à compléter. Ça nous permet d'identifier quels sont les produits de notre réseau qu'on doit aller plugger sur le site. On les rajoute dans leur base de données et puis ils deviennent disponibles à la vente chez eux. Dès qu'un consommateur passe une commande d'un produit qui est fourni par Stockly sur un site qui a déployé la solution, la commande tombe chez nous et puis on la dispatche chez le meilleur supplier Stockly pour ce produit-là, en fonction de son score de qualité, en fonction du prix, en fonction de tout un tas de critères que nos algorithmes sont capables d'informatiser. Donc aujourd'hui, la société est en très forte croissance parce qu'on fournit un service qui est très impactant pour nos partenaires commerciaux. À titre d'exemple, on a lancé au début de la société avec les Galeries Lafayette et en quelques semaines, on a augmenté leur disponibilité de produits de plus de 20% et sur les catégories stratégiques. Notamment, on a augmenté les ventes de 5 à 10% sur ces catégories-là en fonction des périodes de l'année. Donc il y a vraiment un impact qui est très puissant et immédiat. Voilà, donc aujourd'hui, on a une équipe et une technologie qui est extrêmement stable et robuste. On continue toutes les semaines de déployer des nouveaux retailers dans le réseau Stockly. Et un mot pour retenir vraiment la mission qu'on veut porter, c'est permettre à tous les e-commerçants d'Europe et du monde d'avoir une puissance de catalogue et un accès au stock illimité pour être compétitif face au géant qu'est Amazon. Combien vous avez de partenaires aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a plus de 200 sites e-commerce qui ont mis leur stock à la disposition de Stockly, donc chez qui on va piocher du stock pour combler les ruptures des autres, et des gros sites e-commerce ou marketplace chez qui on est branché pour aller compléter les trous et apporter des références. On en a déployé une douzaine aujourd'hui. Et une toute petite question qui est énorme en fait, mais pourquoi ont-ils besoin de vous, ces partenaires, pour gérer ça ? Pourquoi c'est si compliqué de gérer ces stocks ? Alors, gérer les stocks, c'est une problématique technique qui est très très complexe. En fait, tous les jours, on synchronise des millions de lignes de stock. Il y a plusieurs enjeux. C'est déjà synchroniser avec précision des millions de lignes qui représentent à chaque fois des petits calculs. Donc nous, on a rebâti avec les meilleurs ingénieurs français les technologies ERP from scratch. On a tout refait nous-mêmes avec les derniers langages et les dernières technologies qui peuvent exister sur le marché, ce qui fait qu'on a de très grosses performances sur la synchronisation des stocks en tant que tel. Et ensuite, il y a plein d'autres enjeux techniques comme le matching, être capable d'identifier que telle référence est la même que telle référence en fonction de plein de critères. Et ça aussi, c'est très très complexe. Et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée également. Merci beaucoup, Elliot Jabès, donc CEO de Stockly. Alors, on arrive un petit peu à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez toujours voter derrière vos écrans. Mais last but not least, nous avons une dernière start-up qui vient pitcher. Ça s'appelle Roger Voice et c'est Olivier Janel, le CEO, qui nous rejoint. Je vous en prie, entrez. Bonjour. Roger Voice, c'est une solution qui permet aux personnes sourdes et malentendantes
de téléphoner au Exactement. service client, c'est bien ça? Exactement. Allez-y. Exactement, c'est bien ça. Eh bien, effectivement, c'est un logiciel qui permet à la fois de traduire en langue de signes avec un visuel, avec un interprète, ou de transcrire avec la reconnaissance vocale les propos de mon interlocuteur. Donc, je suis moi-même une personne sourde, je ne peux pas échanger avec vous si je ne l'ai pas sur vos lèvres. Effectivement, comment est-ce qu'on fait quand on a un téléphone qui n'a pas de lèvres dessus, ou quand le téléphone n'a pas de main pour signer? Donc, nous allons au-delà de ça en proposant la reconnaissance vocale avec transcription ou la vidéo avec un interprète en langue de signes. Formidable. Et c'est ça que vous vendez? Absolument. Et c'est facile à implanter pour les retailers, pour vos clients? La mise en place est facile? C'est ça. Alors, pour les clients, la mise en place est très, très simple. Vous avez 2 lignes de code installées sur votre site web et la personne qui souhaite joindre un service client, très souvent, elle a besoin de téléphoner parce que vous avez plusieurs canaux. Les FAQ, les mails, les SMS. Le téléphone reste un canal très important, comme vous le savez. Donc, à ce moment-là, si on me demande d'appeler un service client par téléphone, je suis un peu coincé, je ne sais pas quoi faire. Heureusement, nos clients affichent une information à ce moment-là, à côté du numéro de téléphone, on clique dessus, ça fait apparaître un module comme un widget. Là, vous appelez avec la fonctionnalité de votre choix, langue de signes, langue parlée complétée ou par transcription écrite. Et ça lance un appel au centre du client. Okay. Rien ne change du côté de l'interlocuteur. Le conseiller qui décroche l'appel répond de vive voix. Mais moi, de mon côté, j'ai une accessibilité totale. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Okay. Alors, dans ce contexte de pandémie, Roger Voice prend tout son sens. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez eu de nouveaux clients pendant cette période-là qui ont voulu justement mettre à disposition cette solution auprès des personnes sourdes et malentendantes? Absolument. Ça reste d'autant plus pertinent, effectivement, comme vous dites, en période de pandémie. Les agences sont fermées, on ne va plus se rendre sur place. Surtout les personnes âgées, les seniors, n'ont pas envie non plus de s'exposer davantage. Donc, on recourt forcément au téléphone. Donc, on appelle nos conseillers, on appelle les agents, peu de renseignements, de réclamations. Le téléphone devient primordial. Il faut savoir que nous avons doublé le volume, rien que sur cette période, juste parce que ce téléphone est devenu un outil indispensable. Oui. Alors peut-être une dernière question. Quelle est la suite pour Roger Voice? Qu'est-ce que vous imaginez faire de Roger Voice dans le futur? Bien, nous aimerons beaucoup que ce soit comme un réflexe normal, que les gens se disent « mon téléphone peut avoir des sous-titres ou des interprètes ». Autant qu'aujourd'hui, on a l'habitude de voir des sous-titres à la télévision. Donc, pour cela, il faut effectivement qu'on continue à faire connaître nos services auprès du grand public, mais surtout auprès des entreprises. Les entreprises sont nos meilleurs ambassadeurs, puisque c'est eux qui sont en contact des consommateurs. Et tous les consommateurs sont importants. Les consommateurs comme moi, mais également 500 000 personnes en France qui ne peuvent pas téléphoner à cause de la surdité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Eh bien, on appelle Roger Voice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Olivier Janel, CEO de Roger Voice. Vous étiez donc la dernière start-up à pitcher. Désormais, c'est à vous, derrière vos écrans. On va vous laisser une grosse minute pour voter pour votre start-up préférée. C'est important. Je vous rappelle les 9 start-up, donc dans le désordre. Allez, je remonte. Roger Voice, Stockly, on a Pivot, on a Pricing, on a Replica, on a Namugu, Emailtree, Paywax et j'en oublie une qui était la première, c'était Disruptual. Voilà, votez bien pour la bonne parce qu'en tout cas, elles étaient toutes intéressantes. Ce n'est pas vous qui allez me dire autre chose. Bastien, vous travaillez avec chez Cdiscount en relation, vous nous disiez tout à l'heure, directement avec les startups. Comment vous travaillez d'ailleurs chez Cdiscount avec les startups ?
Alors très concrètement, et d'ailleurs pour revenir sur la série de pitch qu'on a eu aujourd'hui, on travaille avec la plupart des startups qui ont été présentes aujourd'hui, ou du moins. On sent que vous les connaissiez un petit peu. Donc on les connaissait un petit peu. Je me suis permis d'en tutoyer en effet certains. Donc concrètement, comment on travaille avec les startups? Avant tout, il faut les identifier. Et pour les identifier, on s'appuie sur les écosystèmes locaux. Donc on va travailler avec des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement, voire même des institutionnels, qui vont être nos yeux et nos oreilles en région française, mais aussi en Europe et partout dans le monde. Une fois qu'on a identifié et qu'ils nous ont aidés à identifier ces solutions pour répondre à nos problèmes, nous allons proposer à nos équipes métiers de travailler main dans la main avec des startups en empruntant des dispositifs qui sont dédiés à la collaboration startup. Il y en a 3. Le premier, c'est la POC Factory, pour Proof of Concept Factory, qui vise à tester la proposition de valeur d'une startup. Donc une startup arrive avec un produit sur étagère, on la fait rentrer dans un fast track, dans un process dédié, et donc naturellement, on va réussir à multiplier les expérimentations entre nos collaborateurs et les startups de manière relativement simple et récurrente. Le deuxième parcours, c'est plutôt un parcours qui vise à créer de l'innovation non pas incrémentale, mais adjacente ou disruptive. Donc là, on va rentrer dans des parcours de co-création, de co-développement. On en a 2, un qui s'appelle The Warehouse, qui vise à créer la supply chain de demain, où on va proposer des assets importants de Cdiscount, c'est-à-dire notre expertise, mais aussi nos entrepôts, pour créer des solutions qui répondent à l'ensemble du marché. Et le dernier parcours, c'est le Lab by Cdiscount, qui est un laboratoire marketing et data, où là, une fois de plus, nous apportons notre expertise, mais également 250 Tera de données pour aider les startups à développer des produits qui ne répondent pas qu'à notre besoin, je le rappelle, à nos besoins, je le rappelle, mais bien entendu à l'ensemble des besoins des e-commerçants. Alors, une autre toute petite question, et puis après, je pense qu'on va pouvoir donner le résultat de notre prix. Bastien, vous avez industrié cette relation avec les startups. Après, vous travaillez avec elles, bien sûr, énormément. Et qu'est-ce que, finalement, ça vous apporte? Quels sont les résultats concrets pour Cdiscount? Oui, alors en effet, on a réussi à industrialiser cette relation à la startup dans la mesure où, au cours des 3 dernières années, on a mené 151 expérimentations avec des startups, dont 65% ont été industrialisées. Pour rappel, quand on a lancé cette démarche il y a un peu plus de 3 ans, on avait lu une étude de la French Tech qui disait que 50% des boîtes du CAC faisaient entre 0 à 5 expérimentations par an avec des startups et donc signaient in fine 1 à 2 contrats. Nous, on a voulu prendre le contre-pied de ça et donc on a donné la main à nos métiers en leur donnant des process adaptés pour réussir à innover vraiment de manière récurrente. Qu'est-ce que ça a vraiment changé? Plusieurs choses. Premièrement, un aspect purement héroïste et de performance. Quand on met bout à bout les résultats de ces 151 expérimentations, le résultat est très intéressant en termes de performance et de ROI. D'autant plus quand on industrialise par la suite. Deuxièmement, ça nous a permis de gagner une notoriété accrue auprès des écosystèmes locaux et de maintenir ce cercle vertueux, d'avoir ces gens en région ou dans d'autres pays à l'étranger qui continuent à nous alimenter. Et dernièrement, ce qui vraiment pour moi est le point le plus important, c'est la force que ça a donné à nos collaborateurs. On a créé vraiment des super collaborateurs qui aujourd'hui sont tous en capacité d'innover et de créer un projet avec une startup, qui ont été challengés par des startups et sur les technologies, mais également sur les méthodologies, raison pour laquelle on a réussi aujourd'hui à finalement se détacher de ce process et donner la main à nos équipes, que je félicite pour ce résultat après 3 ans. Eh bien, parfait. Je crois que nous avons le résultat justement du vote. Merci d'avoir été très nombreux à voter parce que vous avez vu, ce n'est pas un exercice facile. Hein. Vous savez, ça, c'est pitch de start-up. Il y a les caméras là en plus. Finalement, pour vous, c'est en virtuel, mais pour eux, il y a les caméras, donc ce n'est pas toujours évident. En tout cas, merci beaucoup. Pour remettre le prix, allez, je fais monter un petit peu le suspense. Donc, Sonia Mamin nous rejoint, directrice des événements One-to-One. Vous avez ce beau prix. Alors, premier prix One-to-One Startup Awards 2020, c'est ça? Absolument. Donc, on a le plaisir de remettre ce trophée qui représente l'Awards du One-to-One Commerce, Retail e-commerce 2020. Il aurait dû être donné au mois de mars. Enfin, en tout cas, c'était... à l'origine, le Startup Pitch qui était prévu au mois de mars. On le fait aujourd'hui au mois de septembre, mais avec grand plaisir et en live avec vous tous. Donc, j'ai l'honneur avec du coup Karine et Bastien de remettre le prix au gagnant qui est Roger Voice. Roger Voice. Olivier Janel, CEO. Ah ben, merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup, ça fait voilà, très plaisir. donc on fait les applaudissements. Si la régie peut nous envoyer des applaudissements. Ah non, les applaudissements, c'est comme ça. On les fera. Voilà, exactement. Félicitations. Bravo à tous. Merci en tout cas pour votre contribution. Et puis, on avance pour la prochaine keynote qui est avec Pinterest. Merci. Merci.